Présidentielle au Bénin, le candidat Mohamed Atta Ourenouho porte son choix sur le candidat Patrice Talon pour le second tour. En RDC, la justice a condamné 2 militants du mouvement de lutte pour le changement à 3 mois d'emprisonnement. Puis en Colombie, la signature d'un accord de paix prévu pour le 23 mars prochain est écartée. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. On démarre ce journal par le Bénin où le candidat à la présidentielle Mohamed Atta Ourenouho, arrivé 11e au premier tour, a porté son choix sur le candidat de la rupture, Patrice Talon. À travers une déclaration faite au siège de son parti, il a invité ses électeurs à s'engager désormais dans la bataille pour la victoire de Patrice Talon. On l'écoute. Militantes et militants, en attendant le verdict final qui sera annoncé par la Cour constitutionnelle, nous pouvons dire qu'il y aura un second tour entre les aînés Lionel Zinsou et Patrice Talon. Chères militantes et militants, après avoir parcouru le projet de société de ces candidats et en attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, nous pouvons aujourd'hui vous dire, la main sur le cœur, que le seul qui peut prendre en compte toutes nos doléances est bel et bien le candidat Patrice Talon. Il est le meilleur, qui répond au mieux aux aspirations du peuple. Mes chers militants et sympathisants, c'est le moment plus que jamais pour nous de travailler d'arrache-pied afin que la victoire revienne véritablement au peuple béninois. Toujours au Bénin, le bureau politique et l'avocat conseil du candidat Sébastien Adjavon ont donné hier une conférence de presse. Ils ont levé l'équivoque autour de supposées tractations en cours au niveau du candidat et clarifié la portée des grandes tendances communiquées par la Sénat à l'issue du premier tour de la présidentielle. Suivant. L'article 49 et 117 alinéa 2 constituent le siège de la question. Ces articles indiquent clairement que la seule institution compétente pour proclamer des résultats de l'élection présidentielle, c'est la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'une compétence exclusive, c'est-à-dire ce n'est pas une compétence que l'institution partage avec une autre institution. Il n'y a aucune autre institution qui a le pouvoir ou la compétence de proclamer des résultats de l'élection présidentielle. C'est seulement au niveau des élections locales et des élections communales que la Sénat est compétente pour proclamer des résultats. Cette confusion-là est entretenue et il y a lieu de lever l'équivoque. Alors vous allez me poser la question de savoir quel est le rôle que la Sénat joue en cette matière-là. C'est l'article 15 du Code électoral, l'article 15, qui dit que la Sénat proclame les grandes tendances. Alors, qu'est-ce que nous devons entendre par grandes tendances? C'est les indications qu'il donne pour dire, au vu des comptes rendus que les coordonnateurs d'enregistrement ont fait, au vu des documents que j'ai reçus, probablement tel candidat pourra être crédité de tel nombre de suffrages pour permettre aux électeurs d'avoir une idée des suffrages accordés à l'un ou l'autre candidat. De toutes les manières, les résultats que nos structures nous ont ramenés ne sont pas conformes aux chiffres donnés par la Sénat. Et puisque nous sommes des légalistes, nous n'avons pas réagi par rapport à ça outre mesure. N'eût été les comptes vérités qui sont distillés sur les réseaux sociaux, nous eût été la pression qu'on tente de mettre sur les institutions en charge des élections, nous été la manipulation de l'opinion publique qu'on voit visiblement, nous n'avons pas besoin d'agir à cette étape-là. Parce qu'en réalité, nous n'avons même pas encore de résultats. La Sénat ne proclame pas de résultats pour donner des grandes tendances.
En Zambie, un haut responsable de l'opposition, Geoffrey Mwamba, accusé de former une milice en vue de l'élection présidentielle, a comparu ce jeudi devant un tribunal de Lusaka. Il a appelé des non-coupables. Images et son. Geoffrey Mwamba, le vice-président du parti Uni pour le développement, est accusé d'avoir formé une bande de miliciens afin de déstabiliser le pays en cas de défaite de son parti aux élections. Une accusation réfutée par l'opposant. Je n'en veux pas au gouvernement pour ce qu'ils font. Ils ne nous persécutent pas pour nos actions juste parce que nous sommes populaires. Mais je veux assurer au peuple zambien que je vais continuer notre combat. Je vais continuer de parler en leur nom. Du côté des partisans de l'opposition, on dénonce également la persécution du président Lungu à l'endroit des leaders de l'opposition. C'est un pays gâché par Edgar Chagwa Lungu qui a décidé de faire arrêter l'opposition, de supprimer l'opposition. Il pense qu'il gagne des points, mais en réalité, il en perd. Outre Geoffrey Mwamba, 21 jeunes également accusés d'activités illégales ont été arrêtés dans un club de sport lui appartenant où la police affirme avoir trouvé des machettes, un pistolet, des munitions et des lance-pierres. Ils ont eux aussi plaidé non coupables. Le procès de Geoffrey Mwamba est prévu pour le 3 mai prochain. L'opposant risque d'écoper s'il est reconnu coupable de 7 années d'emprisonnement. En RDC, 2 militants de la société civile ont été condamnés jeudi à 3 mois de prison. Ils ont été arrêtés lors d'une manifestation dénonçant une vague de tueries de civils par des hommes armés. Membres de la lutte pour le changement, les 2 jeunes hommes ont été condamnés pour incitation à la révolte. Ils ont finalement été libérés jeudi après-midi après le paiement d'une amende de 100 000 francs congolais chacun. En Afrique du Sud, une femme de 50 ans a été déclarée ce jeudi coupable d'enlèvement par un tribunal du Cap. Cette femme avait kidnappé un bébé dans une maternité il y a 18 ans pour l'élever ensuite comme sa propre fille. Les détails. Les faits remontent à 2015 où la véritable identité de la jeune fille kidnappée, prénommée Zéphanie par ses parents biologiques, a été révélée à la suite d'une incroyable coïncidence dans un lycée du Cap. En effet, des lycéens avaient remarqué une troublante ressemblance entre Zéphanie, qui entrait alors en classe de terminale, et Cassidy Nurse, une nouvelle élève de son établissement plus jeune qu'elle. Des tests ADN ont ensuite permis d'établir que les 2 jeunes filles étaient effectivement sœurs et que Zéphanie était bien le bébé kidnappé en 1997. Ce jeudi, l'accusé, dont l'identité n'a pas été révélée pour protéger sa victime, a été reconnu coupable et risque jusqu'à 5 ans de prison. I never knew she was stolen. Je n'ai jamais su que c'était un enfant volé. Je ne sais pas ce qu'ils ont traversé, mais l'année dernière, j'ai découvert que l'ADN impliquait que c'était leur enfant. Ça a été un fardeau pour moi toutes ces années que j'ai caché à mon mari. Et je ressens ce qu'ils ont traversé. Je m'excuse auprès des nurses devant cette cour pour ce qu'ils ont dû traverser toutes ces années. Et les années antérieures, avant nous, ils doivent se réconcilier avec elles. Mais personne ne me croit pour le moment et je suis moi-même une victime. J'ai l'impression que d'une certaine manière, j'ai aussi été prise au piège dans quelque chose dont je n'avais pas conscience. Nous étions comme un père et une fille, une famille tous ensemble. Je n'ai jamais su que ce n'était pas ma fille. Je ne l'ai jamais su. L'accusée s'est par ailleurs vu sa demande de liberté sous caution rejetée. Elle restera donc en prison au moins jusqu'au 30 mai, date fixée pour l'énoncé du verdict. Au Cameroun, la communauté Yoruba béninoise de Douala a organisé à l'occasion de la Journée internationale de la femme à Missoké une causerie éducative. Objectif, recadrer les femmes et filles sur les dérives observées pendant la fête du 8 mars. Narsissoum pour le reportage. Pour cette semaine dédiée à la jeune féminine, c'est à Makape Missoké dans l'arrondissement de Douala 5e que les femmes et filles de la communauté Yoruba de Bénin résidant à Douala ont décidé ce jour de communier autour de l'imam et leur mari pour une causerie éducative. Une causerie organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée ce 8 mars. Les femmes sont vraiment les piliers du monde.
Alors aujourd'hui, si les femmes n'arrivent pas à savoir exactement qu'est-ce que c'est que la journée du 8 mars, et en pensant que rien que se faire des habits, s'acheter de nourriture, aller s'asseoir dans un bar, boire, manger, voire même tomber dans des caniveaux. Et si elles pensent que c'est rien que ça qui est la fête, nous on a dit que non, la fête n'est pas seulement de danser, de manger, de boire. Il y a autre chose que nous pouvons réfléchir. Après une sourate du Saint-Coran par l'imam, place aux différentes allocutions. Pendant ces allocutions, l'on aura retenu que le chef de la famille n'est pas un dictateur. Le mari doit consulter son épouse avant chaque décision et aider celle-ci dans les affaires du ménage. Pour l'épouse, celle-ci doit éduquer les enfants et que le mari doit l'y aider et avoir l'amour pour l'autre selon le Saint-Coran. Pour le chef Yoruba de Douala, la femme veut ses droits, mais ne remplit pas ses devoirs. Et le mari réclame ses droits, mais n'assume pas ses devoirs envers sa femme et ses enfants. Des leçons bien assimilées par ses participantes. Et vraiment, je trouve vraiment l'initiative que Sa Majesté nous ait... Il a vraiment pensé à nous, les femmes. On le remercie beaucoup. Pour la communauté Yoruba de Douala, il est question aujourd'hui de s'inspirer de nos différents héritages, afin que la puissance des connaissances et la sagesse d'hier guident chacune de nos réflexions, chacune de nos pensées, chacune de nos actions, afin de construire ensemble un présent qui serve de socle aux générations futures. En Colombie, la guérilla des FARC a proposé jeudi au gouvernement de définir une nouvelle date butoir pour la signature d'un accord de paix. Une proposition qui vient écarter, et ce de façon définitive, le rendez-vous du 23 mars, initialement fixé il y a 6 mois par les partis. Plus de précisions à travers cet élément. Le président Juan Manuel Santos a agi objectivement et nous sommes d'accord avec ce qu'il a dit. Nous pensons que oui, qu'après le 23 mars, il est possible de parvenir à un accord. C'est logique si nous sommes d'accord avec ce qu'il a dit, qu'il n'y a pas de conditions pour le 23. Donc nous sommes d'accord que consensuellement, nous accordons une autre date. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. On se dit à très bientôt.